Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 24 avril 2018, voici la une du journal. Des sénateurs en scène pour un mandat de 5 ans. Dans ce journal, l'ouverture de la session de plein droit ce mardi au Palais des Congrès sous la présidence du doyen d'âge Victor Moukete. Les actes, les mots et le sens de la cérémonie dans un instant. Des sommités mondiales de la chirurgie endoscopique en congrès à Yaoundé, le Premier ministre Philemon Yang présidait l'ouverture officielle de la rencontre ce mardi au Palais de Congrès également. Les enjeux du sommet dans ce 20h30. Des consommateurs abandonnés à leur sort malgré la profusion des associations de défense des droits des consommateurs. Une incongruité au cœur de la grande enquête ce mardi. Voilà pour les titres. Une nouvelle page s'ouvre pour le Parlement camerounais. L'entame ce mardi de la deuxième législature du Sénat a donné à voir une cérémonie fort courue. La session de plein droit, présidée dès 11h au Palais des Congrès par le doyen d'âge Chief Victor Moukete, entouré des deux plus jeunes sénateurs, Marlise Aboui et Lekunze Andreas. Les procédures protocolaires achevées, le président Moukete a prescrit aux sénateurs l'esprit de dialogue pour préserver la paix et l'unité nationale. Le reportage au Palais des Congrès, Richard Talatodem. Rentrée des classes pour les sénateurs en deuxième législature au Cameroun et pas moins que le doyen d'âge de la Chambre pour la leçon inaugurale. Chief Victor Essimisengo Moukete, entouré de Marlise Aboui et Lekunze Andreas Membo, les deux plus jeunes sénateurs, a présidé la cérémonie d'ouverture de la session de plein droit au Sénat. L'homme s'est dit reconnaissant envers le président Paul Biya pour sa haute confiance et lui promet fidélité et soutien dans sa construction d'un Cameroun uni et indivisible. Et puis, il s'est adressé aux sénateurs qui doivent avoir un esprit d'ouverture et de dialogue, de maintien de la paix et de défense de l'unité nationale. Les anciens sénateurs doivent, dit-il, être des encadreurs fraternels pour les nouveaux qui feront leur les valeurs premières du Sénat. Dignité, respect mutuel et échange positif et constructif. Ce qu'il nous a dit à nous les nouveaux, on doit les retenir et essayer de les appliquer. Il nous a rappelé pourquoi nous sommes là, que c'est pour l'avancement de la démocratie et que nous devons apporter notre pierre à la construction de cette démocratie dans ce pays. La cérémonie consistait singulièrement en la lecture des noms des sénateurs élus ou nommés, mais le sénateur SDF Kemende enfreint la loi et parle de la vérification des incompatibilités. Le président de la session le laisse faire et lui répond « Ce n'est pas à l'ordre du jour ». Le sénateur Pierre Flambon-Kayap y fait écho et d'autres sénateurs ainsi que des leaders politiques. Notre collègue du SDF a joué son rôle, mais les réponses appropriées ont été données. Car à la vérité, vous ne pouvez pas demander de trancher une question à une juridiction qui n'existe pas encore. Pour le reste, c'est la satisfaction totale. J'ai été privilégié de m'asseoir en haut dans le bureau d'âge. En tant que le plus jeune, je suis à l'école. Parmi les sages, j'ai un très grand privilège d'apprendre. Cette session ordinaire de plein droit au Sénat aura à vérifier les incompatibilités des sénateurs, son bureau dont la mission finit avec l'élection du bureau définitif de la Chambre ne doit conduire aucun débat. C'est le règlement intérieur du Sénat qui l'exige. Pour ces nouveaux sénateurs, la session de plein droit était bien sûr une grande première, tout comme l'environnement de travail et le scénario même de cette cérémonie, un baptême du feu minutieusement préparé comme en un jour de rentrée scolaire pour les Bleus. Agnès Solange, à Bessolo. Un coin de voile légèrement levé sur un visage apaisé, scrutant l'horizon, certainement vers un avenir meilleur. Madame la sénatrice est prête pour une journée mémorable. Le cœur est au rythme normal et ma température jusqu'à présent elle est encore à 37 degrés. Moins speed, son voisin du premier étage a tout apprêté la veille. Je devais préparer à l'heure, donc j'ai choisi ma tenue hier et puis ce matin j'ai tout arrangé pour ma
habillés. Sapé comme jamais, le sénateur SDF du Nord-Ouest peut quitter ses appartements privés après un petit déjeuner copieux. 1 heure avant l'ouverture de la session de plein droit au Palais des Congrès de Yaoundé, les Bleus découvrent la salle qui va servir de cadre à la cérémonie. Un peu intimidée, mais très vite, la sénatrice élue de la Damawa va se détendre et deviser avec ses collègues du parti, le RDPC, certains tout aussi éblouis. Puis, le mot du doyen d'âge, Chief Victor Mokete, va particulièrement faire un cours aux nouveaux sénateurs en leur demandant notamment de participer au débat à venir avec patriotisme. Un discours suivi avec intérêt. Je suis content en tant que nouveau sénateur dans l'Assemblée, mais je suis un peu déçu que l'Assemblée commence alors qu'il y a des problèmes dans mon région du Nord-Ouest. L'ambiance est très conviviale, elle est familiale. Je ne me suis pas sentie comme nouvelle dans la maison. On a été encadré par nos pères anciens de l'ancienne mandature. Une belle rentrée politique en somme pour les Bleus au Sénat. L'un des sujets de débat au cours de cette session de plein droit, ce sera bien sûr la question des incompatibilités. Il va s'agir pour les sénateurs commis à cette tâche de s'assurer qu'aucun n'occupe des fonctions et ne bénéficie de revenus contraires aux intérêts du Sénat. Une question sensible qui a déjà ouvert les joutes oratoires ce mardi au Sénat. Eugène B. Ils sont tous sénateurs et pour certains, présidents des conseils d'administration des sociétés d'État, directeurs généraux ou maires. Depuis ce 24 avril 2018, ils ont pris place dans l'hémicycle du Palais des Congrès et attendent sereinement le port de leurs attributs. Pour cela, il faut d'abord subir le tamis du régime des incompatibilités. L'intérêt des incompatibilités est de préserver l'indépendance du pouvoir législatif. Le régime d'incompatibilité, c'est un ensemble de règles juridiques fixant des interdictions de cumul de mandats avec toute autre fonction susceptible d'entraver l'indépendance, la disponibilité ou la liberté d'un parlementaire. L'article 162, alinéa 1 et 2 du Code électoral qui traite des incompatibilités donne un contenu concret à cette disposition. Un membre du Sénat ne peut pas être en même temps membre du Sénat et membre du gouvernement. Il ne peut pas siéger au Conseil économique et social, il ne peut pas siéger au Conseil constitutionnel, il ne peut non plus être président d'un conseil d'administration d'un établissement public ou directeur d'une société. L'alinéa 1 de l'article 163 du même Code électoral se veut encore plus explicite quand il dispose, je cite, « La cession à une fonction de sénateur, de membre du gouvernement ou de maire entraîne la vacance du poste de sénateur. C'est la loi. » Un membre du gouvernement qui devait suivre de très près cette entrée en scène de la deuxième législature au Sénat, c'est bien Georges Ilanga Obam à la tête du tout nouveau ministère de la décentralisation. Parce que de fait, le mandat des sénateurs qui va courir jusqu'en 2023 devrait voir l'accélération du processus de décentralisation au Cameroun et certainement une plus grande dévolution des projets de développement local aux collectivités territoriales décentralisées. Le regard prospectif de Séverin Alégambélé. L'élection terminée, les 100 membres élus et nommés du Sénat ont en phase 2 un travail parlementaire précis à faire. En plus du contrôle de l'action gouvernementale à travers les séances de questions orales, ils ont, comme à l'Assemblée nationale, à examiner et voter des lois pour étoffer notre arsenal juridique. Constitutionnellement, les sénateurs sont les représentants des collectivités territoriales décentralisées. On les attend donc sur le terrain de la décentralisation. Déjà lors du premier mandat, n'est-ce pas, vous avez vu beaucoup de sénateurs sur le terrain travailler la main dans la main avec les exécutifs municipaux et les conseillers. Et les sénateurs ont beaucoup poussé dans le transfert des compétences, surtout avec la création du ministère de la décentralisation et du développement local, n'est-ce pas? Le Sénat est doublement, triplement
interpeller, n'est-ce pas, pour faire avancer ces processus. Nous devons avoir un regard assez pointu, n'est-ce pas, sur tout ce qui concerne la décentralisation. Et ça, c'est pas seulement avec le seul ministère. Il faut le dire, les problèmes que nous avons, n'est-ce pas, dans la zone anglophone du pays, le Sénat pense qu'il est bien placé pour trouver une solution en accélérant ces processus de décentralisation. Ils avaient bénéficié d'un état de grâce à la première législature. Cette fois, passé la sensation interne de bien-être au lendemain de l'élection ou de la nomination, il faut passer à l'action. Le chantier de la décentralisation étant prioritaire pour les pouvoirs publics. Cette innovation dans la suite du journal, formez sur votre téléphone le numéro 1517 et vous aurez au bout de la ligne la CONAC. Ce numéro vert est dédié à toutes vos dénonciations des actes de corruption. Il était dévoilé ce mardi à Yaoundé par le président de la Commission nationale anticorruption. Dieudonné Massigams donnait un point de presse sur ces nouveaux dispositifs de communication. Marie-Laurence Nké. La lutte contre la corruption se poursuit et s'intensifie. La Commission nationale anticorruption se dote de 2 nouveaux outils. 1517, c'est le numéro d'utilité publique accessible gratuitement à tous les appels venant des opérateurs de téléphonie dont les réseaux couvrent le territoire national. Et l'autre outil est le site internet de la CONAC en cours de relookage. Ce dernier, par son interactivité, va surtout contribuer à l'information des journalistes qui, à leur tour, pourront relayer les actions que mène la CONAC pour bouter ce mal hors du Cameroun. Qu'ils soient maintenant capables pour dénoncer des arnaques, des détournements, des complicités ou des projets fictifs. Il peut même arriver qu'il y ait non seulement des dénonciations, mais des propositions aussi. Ces outils viennent s'ajouter aux dispositifs déjà mis en place pour lutter contre cette gangrène sociale. Il s'agit des magazines radio et télé diffusés sur les antennes de la CIATV. La CONAC Newsletter réalisée mensuellement est distribuée sur l'ensemble du territoire national. Et enfin, l'organisation des caravanes sectorielles pour toucher les Camerounais de l'arrière-pays. Débouché double pour lutter contre cette gangrène sociale qu'est la corruption. Les avancées au Cameroun de la chirurgie endoscopique en gynécologie, saluées par les plus grands spécialistes de ce domaine. Le congrès mondial de ces spécialités est entré dans le vif du sujet ce mardi avec l'ouverture au Palais des Congrès de Yaoundé de ces travaux. Une cérémonie présidée par le Premier ministre Philémon Yang qui représentait le chef de l'État, Paul Biya. Le reportage, Laurentine Bokono. In the name of the President of the Republic, I hereby declare opened the International Conference on Gynecological and Endoscopic Surgery. Thank you very much. Merci beaucoup. Dites en français et en anglais, la reconnaissance et la gratitude du Premier ministre Philémon Yang, représentant personnel du chef de l'État, avait valeur de symbole. Symbole de notre bilinguisme, symbole de l'ouverture du Cameroun à la Société internationale de chirurgie endoscopique en gynécologie. Pas moins de 800 participants, dont les sommités scientifiques américaines, européennes et africaines, prennent part au Congrès mondial de chirurgie endoscopique à Yaoundé, devenu pour la circonstance capitale mondiale de chirurgie endoscopique en gynécologie. Vallonnée, riante, parsemée de gazon vert, la carte postale de la ville capitale s'est transformée sur le triangle national dans l'un des discours fortement ovationnés à l'ouverture du congrès. From the Kutsi to the Mogul lands and from reggae to Makossa. We are united by more than our passion for music and dance. From Usain Bolt and Shelley Ann Fraser to Samuel Eto'o and Roger Miller. We are united by more than the flair and successes of our iconic sports stars.
Pas besoin de traduire cet envolé lyrique sur les similitudes culturelles et sportives entre le Cameroun du Bikoutsi ou de Samuel Eto'o et la Jamaïque du reggae ou de Usain Bolt. Au final, pendant 4 jours, Yaoundé sera le creuset où vont s'opérer des échanges de haut vol sur la chirurgie à ventre fermé, la fécondation in vitro, la médecine féotale et les pathologies chirurgicales chez les femmes, les fibromes et les myomes. Adieu aux complications de la chirurgie ancienne. Pour le contenu, les spécialistes camerounais attendent beaucoup des travaux de ce congrès mondial qui rassemble les meilleures intelligences en la matière. Ils sont venus des 5 continents pour partager en effet leur savoir avec les spécialistes africains. Présentation de cette tête bien faite et bien pleine, Joseph Clément Ongba. Sur les hauteurs du palais des congrès de Yaoundé, le congrès mondial est une concentration humaine des meilleures intelligences mondiales en matière de chirurgie endoscopique. Que de sommités. Victor Gomel du Canada, Robert Oshi d'Australie, Namori Keita de Guinée, Franklin Loufer des États-Unis, Vernon Dacosta de Jamaïque, Jean-Marie Cassia du Cameroun. Des savants de la science diffusant le savoir savant, convaincus que du choc des idées jaillit la lumière. Lorsqu'on a plusieurs opinions, il y a le feu qui jaillit. On discute, on apprend, et puis il faut disséminer les techniques, surtout aux jeunes, parce que les jeunes sont ceux qui vous soigneront. Des éminences grises misant sur une Afrique, terre d'accueil de la chirurgie endoscopique. Ambition que partageait l'inventeur du concept, professeur Maurice Antoine Brouillat, dont les fils Emmanuel et Antoine brillent par leur présence à Yaoundé. Il croyait énormément dans l'avenir de l'Afrique et il voyait qu'il y avait d'énormes problèmes au niveau de la santé des femmes et que c'était vraiment un axe de son action de commencer par l'Afrique. Moi je l'ai connu un petit peu à travers la médecine en venant avec lui au Cameroun assez fréquemment, sans être médecin moi-même. Et j'ai découvert une autre facette qui n'était pas la facette, si je puis dire, domestique, du domicile. Et j'ai vu son implication. Il était très lié aussi avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, d'autres pays. Il venait très souvent en Afrique. Pour eux, la chirurgie endoscopique était la seconde vie de leur papa. C'est notre père. Notre père. Et bon, je ne savais pas quand j'étais enfant, je ne savais pas qu'il avait aussi le cœur assez ouvert vers l'extérieur pour avoir d'autres enfants qui ne sont pas des enfants biologiques, mais qui sont des enfants en esprit ailleurs dans le monde. Et donc je suis très fier de le représenter et de continuer sa mémoire. À voir ces chirurgiens exercer, on est plein d'admiration. Un privilège pour Yaoundé, capitale de l'Afrique en miniature, d'être la capitale mondiale de la chirurgie endoscopique. Un autre conclave en santé à Yaoundé ce mardi et demain mercredi, ce sont les travaux du premier congrès national des donneurs bénévoles de sang du Cameroun. Le thème évoque les enjeux, les défis majeurs et les perspectives de renforcement durable des capacités d'approvisionnement des banques de sang dans les hôpitaux du Cameroun. Augustin Bichoka. L'indisponibilité du sang dans les formations hospitalières constitue le parent pauvre du système de santé au Cameroun. Notre pays couvre à peine 1/6 de ses besoins, soit environ 70 000 poches de sang pour 400 000 annuellement. Cette situation alarmante est étroitement liée à la rareté des donneurs de sang volontaires. Le don du sang fait face à des tabous divers. Le don du sang fait face à des idées préconçues dans certaines nouvelles églises. Le don du sang fait ça au fait que les populations se demandent pourquoi ils donnent volontairement leur sang et gratuitement, pourquoi est-ce qu'on vend ce sang-là. Il faudrait que les populations comprennent qu'on ne vend pas leur sang. On fait juste un recouvrement de coûts. Très attendu, quelques résolutions à l'issue des travaux. Chaque don de sang est un don de vie. Vivement que les barrières et autres préjugés soient levés afin que les banques de sang soient alimentées régulièrement.
Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain lance des études pour l'aménagement des abords de l'autoroute Yaoundé-Simalène en ouvrant les travaux d'élaboration de ce document ce mardi à Yaoundé. Le ministre Jean-Claude Mbouancho a prescrit le respect scrupuleux des textes sur l'urbanisme. Rodrigue Bertrand, Tueno. Afin de jouer pleinement son rôle de décongestion de la capitale camerounaise, l'autoroute Yaoundé-Simalène doit être accompagnée d'aménagements connexes qui passent par une démarche scientifique. Cette étude, qui n'est pas l'étude de l'autoroute, l'étude d'aménagement des abords est très importante pour la fluidité, n'est-ce pas, de l'occupation des abords de cette autoroute. Il se trouve que Madame le ministre a déjà pris des dispositions, des déclarations d'utilité publique pour qu'une grande partie ne soit pas occupée. À la cérémonie de lancement de ces études, l'ONU Habitat qui apporte son expertise au Cameroun a été remerciée en même temps que les autres parties prenantes, particulièrement les autorités administratives des 3 départements traversés par l'autoroute et l'administration foncière qui devront empêcher la poursuite des transactions foncières sur l'espace du corridor. Toute transaction immobilière et domaniale est suspendue sur l'étendue du corridor. Ça, c'est connu. Ceux qui y vont pour des transactions, ils vont à leur risque et péril. Les résultats de ces études sont attendus dans 16 mois. Plus que 6 jours maintenant et ce sera la fin du contrat d'affermage qui lie l'État et la Camerounaise des eaux. Sur place à Douala où se trouve la Camwater, les populations saluent la décision du président de la République pour la reprise du service public de l'eau courante par l'État. Et tous émettent le vœu de voir la qualité et la quantité de ce service améliorée. Voici ces réactions et les engagements de la Camwater. C'est un reportage de Léon Bertrand Tanefo à Douala. Douala a de découvrir et consommer les premières gouttes d'eau made by Camwater. Dans les rues de la cité capitale économique, les populations saluent la décision présidentielle de mars 2016 relative au non-renouvellement du contrat de la CDE. On va dire merci au chef de l'État. Les sociétés régaliennes doivent rester dans le giron de l'État. Recontrôler l'eau, la redistribuer, ça devient un problème vital. C'est une décision assez brave et on espère qu'on pourrait finalement avoir de l'eau potable dans nos robinets. Mais la fierté de la reprise n'élude pas le contrôle de l'action. Les habitants de Douala attendent énormément de la nouvelle société en charge du service public de l'eau potable au Cameroun. Je souhaite que la qualité de travail, de service soit bien faite et que tous les ménages, tous les domiciles aient de l'eau. Vraiment, nous en souffrons. Tout le monde souffre. Quand il n'y a pas de l'eau, on a des problèmes. Si les Camerounais ont beaucoup de problèmes, ça va commencer à se résorber par l'eau. C'est une question de survie, de vie, de santé publique, d'hygiène et simplement de commodité. Qu'on leur donne des attentes et qu'on passe constamment vérifier si les cahiers des charges sont remplis. Des préoccupations déjà prises en compte par le top management de la Camwater. Les contrats de bail des abonnés ont été reconduits et les différentes agences de distribution et de commercialisation maintenues. Par ailleurs, les contrats de gardiennage et d'entretien de ces agences CDE ont été renouvelés. La grande enquête de la rédaction ce soir au cœur du dispositif de défense de vos intérêts et de vos droits en tant que consommateurs. De nombreux textes existent, revendiqués par une dizaine d'associations au Cameroun, des associations de défense des droits des consommateurs, c'est-à-dire vous et moi, une batterie de mesures et d'acteurs pourtant invisibles et inactifs à l'épreuve des faits auprès des consommateurs, généralement abandonnés aux mauvais soins des commerçants. Alors, question ce soir, qu'est-ce qui coince entre ce beau dispositif et la réalité? Serge Atanganabiso a mené l'enquête. 22 millions de voisins à peu près au 237, autant de lésés dans la capitale et même en campagne. Ceux qui vendent, vendent seulement. Qui ne souhaitent pas consommer, laissent. Et puis c'est tout. Il y a un grand fossé entre le test
qui parfois nous pensons qu'il ne répond pas toujours aux attentes des consommateurs et maintenant à l'applicabilité de ces tests-là. Un petit tour d'horizon. Comparaison n'est pas raison. Quand CanalSat change de décodeur ailleurs, c'est gratuit. Ici, il faut payer. Quand l'eau est colorée, odorante, goût de terre, c'est que le nègre ne meurt pas de saleté. Mais voyons. Les associations de droits de consommateurs ont un rôle assez limité, c'est-à-dire la dénonciation, la formation et l'éducation. Il y a un aspect financier qui entre en jeu et la majorité des associations de droits de consommateurs n'ont pas cet accompagnement-là. Tous les secteurs, moi je dirais tous les secteurs sont le consommateur exposé. Si on prend l'eau, si on prend la téléphonie mobile, si on prend le transport. Dans les marchés, il y a tellement la saleté, il y a les poubelles partout. La saleté, parlons-en. Ou plutôt, regardons simplement les hauts lieux de consommation comme les marchés, tels qu'ils sont tenus. Puis, passons. Il y a à voir ailleurs. Votre reporter se bat pour une connexion Internet maison. 8 mois et plus d'études de dossiers. Service pourtant payé. Pas la peine de se plaindre. Personne ne vous prend même plus au téléphone. Pour que les associations soient fortes, il faudrait que le gouvernement, déjà qui fait des efforts, en nous intégrant dans plusieurs comités d'élaboration d'un certain nombre de normes, que le gouvernement essaye encore de rendre les associations plus fortes en leur donnant une certaine marge de manœuvre. Les textes existent, les consommateurs sont résignés. Leurs défenseurs autoproclamés pour la plupart siègent désormais dans les conseils d'administration. Le jour où tous les Camerounais auront le réflexe du timbre et de la plainte comme certains, peut-être qu'au parquet, finalement. Ce communiqué de presse dans la suite du journal, le ministre de la Communication qui porte à la connaissance de l'opinion qu'à la suite de l'interdiction des activités de l'ONG MIDA et de l'interpellation de ses dirigeants, une fouille de leurs locaux par une équipe mixte de la police et de la gendarmerie a permis la saisie de documents et d'une importante somme d'argent liquide. L'assistance d'une banque de la place a été requise afin de procéder au comptage de l'argent ainsi saisi. Cette opération rendue fastidieuse par la présence de petites coupures se poursuit actuellement dans la plus grande transparence. Le gouvernement informera l'opinion du montant total de la somme ainsi recouvrée à la fin de l'opération de comptage. Le gouvernement réaffirme sa détermination à veiller à ce que l'ONG MIDA rétablisse dans leurs droits toutes les victimes de cette vaste escroquerie. Une commission de recensement et de remboursement a été mise sur pied sous l'égide du gouverneur de la région du Centre et travaillera de concert avec les responsables de l'organisation MIDA. Les modalités de remboursement y afférentes seront communiquées dans les meilleurs délais. C'est signé du ministre Issa Chiroma Bakari. Petit rappel, mardi 1er mai est Fête internationale du travail, placée sous le thème du dialogue social comme facteur de promotion du travail décent et du progrès au Cameroun. Le travail décent, voilà donc un concept de plus en plus usité, mais à quoi renvoie-t-il dans notre contexte? Voici les explications de Catherine Toulou-Elanga. Tout travailleur souhaiterait naturellement se retrouver dans des conditions de travail décents. Pourtant, ce n'est pas la chose la plus évidente. Et lorsque les conditions de travail sont mauvaises, cela s'accompagne généralement de l'absence de dialogue social. Le dialogue social n'est pas encore effectif dans notre pays. Les acteurs du monde du travail, qui englobent les partenaires sociaux qui sont les employeurs, les travailleurs, le gouvernement même, les personnels de la société civile, ont pensé remettre dans ce problème de dialogue social sur la table. Dans ce contexte, le dialogue social comme facteur de promotion du travail décent et du progrès au Cameroun sera sur la table de la célébration de la fête du travail le 1er mai prochain. Au vu du constat des troubles sociaux, de la récurrence des troubles sociaux sur le terrain, au vu de la menace, de l'insécurité régnant sur le terrain, notamment dans certaines régions du pays, au vu de la baisse des activités économiques constatées, le choix du thème dialogue social s'est imposé à l'unanimité.
Le thème retenu cette année est donc fort évocateur, car le travail décent est un objectif stratégique qui repose sur plusieurs leviers. Il s'agit, selon le Bureau international du travail, de l'emploi, la promotion des droits au travail, la protection sociale, et le dialogue social. Au cœur de ce concept de travail décent, la PME, l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, se veut plus près de ses publics. L'agence qui organisait ce mardi à Yaoundé un atelier de vulgarisation de ses missions adressé à ses partenaires et piloté par son directeur général Jean-Marie Louis Bagda. Cette rencontre se voulait un espace d'ouverture au public. Barbara Pajama. Après 3 années de boussole pour les jeunes entrepreneurs, l'Agence des petites et moyennes entreprises fait un arrêt pour s'évaluer. Entre assister et encadrer les PME, renforcer leur capacité managériale ou nicher des start-up, l'agence se donne tous les moyens pour rendre performante et compétitive l'innovation camerounaise. Nous avons fait des diagnostics d'entreprise sur le terrain, mené des programmes pour l'accompagnement, l'amélioration de la productivité des PME, mener des actions visant à promouvoir l'esprit d'entreprise et la culture entrepreneuriale dans des lycées et collèges, dans des universités, dans des centres de formation professionnelle. Nous allons continuer notre action, mais avec ici, maintenant, l'appréciation de nos partenaires. L'assise de ce jour à Yaoundé avec les partenaires s'est centrée sur 2 points majeurs, à savoir rendre public le rapport portant mission, réalisation et perspective de l'APME depuis sa création en 2013 et surtout recueillir les suggestions de ses nombreux partenaires. Après l'évaluation de ce mardi, ce 25 avril, la question sur la facilitation des financements sera examinée avec comme centre d'intérêt les banques. Parlant de ce thème qui interpelle également la défense nationale, ce sont les réseaux sociaux face aux défis sécuritaires au Cameroun, une thématique qui a été développée ce mardi au cours du colloque international ouvert par le secrétaire d'État à la défense et chargé de la gendarmerie nationale. La réflexion logée à l'école de guerre de Yaoundé appelle ainsi les forces de défense et les experts en TIC à saisir avec précaution toutes les opportunités qu'offrent ces nouvelles technologies. Pierre Evembe. L'école supérieure de guerre de Yaoundé est le centre d'une réflexion guerrière internationale contre les effets pervers des technologies de l'information et de la communication. Les réseaux sociaux, outils de développement, de progrès social, d'intégration, sont devenus un défi sécuritaire lorsque le contexte actuel les présente comme un vecteur puissant de désinformation et de déstabilisation. Ce colloque de 2 jours a vu la présence des membres du corps diplomatique, des officiers des forces de défense et de sécurité, des experts internationaux, des questions de sécurité, des infrastructures et des réseaux d'accès au TIC. En ouvrant les travaux, le secrétaire d'État à la Défense, Galaxy Toga, a tracé les tranchées d'une meilleure capitalisation des opportunités des TIC. Vos concertations, au travers du partage d'expériences, vous permettront de proposer des solutions idoines pour que les forces de défense et de sécurité puissent tirer le meilleur parti des opportunités extraordinaires qu'offre le monde numérique. Ministère de la Défense, Ministère des Postes et Télécommunications, École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, experts internationaux, une mutualisation de compétences qui profitera à coup sûr aux élèves venus de divers horizons de l'école de guerre de Yaoundé. Un autre colloque s'est ouvert ce mardi à Yaoundé pour poser un regard croisé sur les parcours de Monseigneur Etoga et de Monseigneur Janzoa. Il s'agit là de 2 grandes figures de l'Église catholique au Cameroun. Regard sur leur héritage 20 ans après leur décès. Les participants rassemblés à la faculté de théologie de l'Université catholique d'Afrique centrale vont ainsi revisiter le parcours de ces 2 évêques, tous 2 décédés en mars 1998. Pierre Billinambarga. Le 20 mars 1998, pendant la messe pontificale de Requiem de Monseigneur Paul Etoga, évêque émérite d'Mbalmayo, Monseigneur Janzoa est Frida Malaise qui l'emporte. Et voilà 2 figures qui retournent au Père.
20 ans après leur disparition. L'Université catholique d'Afrique centrale s'en souvient. L'université, c'est un lieu de diffusion des savoirs, de conservation de ces savoirs-là. 3 centres d'intérêt pour évoquer la vie du premier évêque d'Afrique noire francophone. On peut les considérer comme 2 pères de l'Église qui est du Cameroun. En croisant le regard sur la pastorale, sur l'œuvre de ces 2 hommes, on se rend compte que l'Église du Cameroun a mérité d'avoir un évêque en la personne de Monseigneur Paul Itoga et un archevêque en la personne de Monseigneur Jean Zoua. La plus grande réalisation infrastructurelle de Monseigneur Paul Itoga reste la construction du petit séminaire Saint-Paul de Mbalmayou. Quand on fait le bilan, on se rend compte que le séminaire Saint-Paul de Mbalmayou a formé plus de 200 prêtres. La journée du mercredi 25 avril 2018 est réservée à Monseigneur Jean Zoua, premier archevêque noir de Yaoundé. Voilà des informations qui mettent un terme à ce 20h30. L'essentiel à retenir, des sénateurs en scène pour un mandat de 5 ans. On a vécu l'ouverture de la session de plein droit ce mardi au Palais des Congrès, session présidée par le doyen d'âge Victor Moukete. Et puis des sommités mondiales de la chirurgie endoscopique en congrès à Yaoundé. Le Premier ministre, chef du gouvernement Philémon Yang, ouvrait la rencontre ce mardi également au Palais des Congrès de Yaoundé. Des consommateurs généralement abandonnés à leur sort, malgré la profusion des associations de défense des droits des consommateurs. C'est là une incongruité, a conclu l'enquête de ce mardi dans le journal. Fin du 20h30, préparé avec la collaboration de Oswald Modong. Vous aurez d'autres informations à minuit avec Nicole Dodo et Baldwin Sama. Mais immédiatement sur cette antenne, retrouvez votre émission de débat C'est politique. Aimé Robert Biina et ses invités décryptent les premiers pas de cette deuxième législature du Sénat, dont la session de plein droit s'ouvrait donc ce mardi. Très bon débat et très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. À l'heure dont j'ai commencé, j'ai choisi ma tenue hier et puis ce matin j'ai tout arrangé pour m'habiller. Sapé comme jamais, le sénateur SDF du Nord-Ouest peut quitter ses appartements privés après un petit déjeuner copieux. 1 heure avant l'ouverture de la session de plein droit au Palais des Congrès de Yaoundé, les Bleus découvrent la salle qui va servir de cadre à la cérémonie. Un peu intimidée, mais très vite, la sénatrice élue de la Damawa va se détendre et deviser avec ses collègues du parti, le RDPC, certains tout aussi éblouis. Puis, le mot du doyen d'âge, Chief Victor Moukete, va particulièrement faire un cours aux nouveaux sénateurs en leur demandant notamment de participer au débat à venir avec patriotisme. Un discours suivi avec intérêt. Je suis content en tant que nouveau sénateur dans l'Assemblée, mais je suis un peu déçu que l'Assemblée commence alors qu'il y a des problèmes dans mon région du Nord-Ouest. L'ambiance est très conviviale, elle est familiale. Je ne me suis pas sentie comme nouvelle dans la maison. On a été encadrés par nos pères anciens de l'ancienne mandature. Une belle rentrée politique en somme pour les Bleus au Sénat. L'un des sujets de débat au cours de cette session de plein droit, ce sera bien sûr la question des incompatibilités. Il va s'agir pour les sénateurs commis à cette tâche de s'assurer qu'aucun n'occupe des fonctions et ne bénéficie de revenus contraires aux intérêts du Sénat. Une question sensible qui a déjà ouvert les joutes oratoires ce mardi au Sénat. Eugène Bey. Ils sont tous sénateurs et pour certains, présidents des conseils d'administration des sociétés d'État, directeurs généraux ou maires. Depuis ce 24 avril 2018, ils ont pris place dans l'hémicycle du Palais des Congrès et attendent sereinement le port de leurs attributs. Pour cela, il faut d'abord subir le tamis du régime des incompatibilités.
L'intérêt des incompatibilités est de préserver l'indépendance du pouvoir législatif. Le régime d'incompatibilité, c'est un ensemble de règles juridiques fixant des interdictions de cumul de mandats avec toute autre fonction susceptible d'entraver l'indépendance, la disponibilité ou la liberté d'un parlementaire. L'article 162, alinéa 1 et 2 du Code électoral qui traite des incompatibilités donne un contenu concret à cette disposition. Un membre du Sénat ne peut pas être en même temps membre du Sénat et membre du gouvernement. Il ne peut pas siéger au Conseil économique et social, il ne peut pas siéger au Conseil constitutionnel, il ne peut non plus être président d'un conseil d'administration d'un établissement public ou directeur d'une société. L'alinéa 1 de l'article 163 du même code électoral se veut encore plus explicite quand il dispose, je cite, « l'accession à une fonction de sénateur, de membre du gouvernement ou de maire entraîne la vacance du poste de sénateur. » C'est la loi. Un membre du gouvernement qui devait suivre de très près cette entrée en scène de la deuxième législature au Sénat, c'est bien Georges Ilanga Obam à la tête du tout nouveau ministère de la décentralisation. Parce que de fait, le mandat des sénateurs qui va courir jusqu'en 2023 devrait voir l'accélération du processus de décentralisation au Cameroun et certainement une plus grande dévolution des projets de développement local aux collectivités territoriales décentralisées. Le regard prospectif de Séverin Alégambélé. L'élection terminée, les 100 membres élus et nommés du Sénat ont en phase 2 un travail parlementaire précis à faire. En plus du contrôle de l'action gouvernementale à travers les séances de questions orales, ils ont, comme à l'Assemblée nationale, à examiner et voter des lois pour étoffer notre arsenal juridique. Constitutionnellement, les sénateurs sont les représentants des collectivités territoriales décentralisées. On les attend donc sur le terrain de la décentralisation. Déjà lors du premier mandat, n'est-ce pas, vous avez vu beaucoup de sénateurs sur le terrain travailler la main dans la main avec les exécutifs municipaux et les conseillers. Et les sénateurs ont beaucoup poussé dans le transfert des compétences, surtout avec la création du ministère de la décentralisation et du développement local, n'est-ce pas. Le Sénat est doublement, triplement interpellé, n'est-ce pas, pour faire avancer ces processus. Nous devons avoir un regard assez pointu, n'est-ce pas, sur tout ce qui concerne la décentralisation. Et ça, c'est pas seulement avec le seul ministère. Il faut le dire, les problèmes que nous avons, n'est-ce pas, dans la zone anglophone du pays, le Sénat pense qu'il est bien placé pour trouver une solution en accélérant ces processus de décentralisation. Ils avaient bénéficié d'un état de grâce à la première législature. Cette fois, passé la sensation interne de bien-être au lendemain de l'élection ou de la nomination, il faut passer à l'action. Le chantier de la décentralisation étant prioritaire pour les pouvoirs publics. Cette innovation dans la suite du journal, formez sur votre téléphone le numéro 1517 et vous aurez au bout de la ligne la CONAC. Ce numéro vert est dédié à toutes vos dénonciations des actes de corruption. Il était dévoilé ce mardi à Yaoundé par le président de la Commission nationale anticorruption. Dieudonné Massigams donnait un point de presse sur ces nouveaux dispositifs de communication. Marie-Laurence Nké. La lutte contre la corruption se poursuit et s'intensifie. La Commission nationale anticorruption se dote de 2 nouveaux outils. 1517, c'est le numéro d'utilité publique accessible gratuitement à tous les appels venant des opérateurs de téléphonie dont les réseaux couvrent le territoire national. Et l'autre outil est le site internet de la CONAC en cours de relookage. Ce dernier, par son interactivité, va surtout contribuer à l'information des journalistes qui, à leur tour, pourront relayer les actions que mène la CONAC pour bouter ce mal hors du Cameroun. Qu'il soit maintenant capable pour dénoncer des arnaques, des détournements, des complicités ou des projets fictifs. Il peut même arriver qu'il y ait non seulement des dénonciations, mais des propositions aussi. Ces outils viennent s'ajouter aux dispositifs déjà mis en place pour lutter contre cette gangrène sociale. Il s'agit des magazines radio et télé diffusés sur les antennes de la CATV. La CONAC Newsletter réalisée mensuellement est distribuée sur l'ensemble du territoire national. Et enfin, l'organisation des caravanes sectorielles pour toucher les Camerounais de l'arrière-pays. Débouché double pour lutter contre cette gangrène sociale qu'est la corruption.
Les avancées au Cameroun de la chirurgie endoscopique en gynécologie, saluées par les plus grands spécialistes de ce domaine. Le congrès mondial de ces spécialités est entré dans le vif du sujet ce mardi avec l'ouverture au Palais des Congrès de Yaoundé de ces travaux. Une cérémonie présidée par le Premier ministre Philémon Yang qui représentait le chef de l'État, Paul Biya. Le reportage, Laurentine Bokono. In the name of the President of the Republic, I hereby declare opened the International Conference on Gynecological and Endoscopic Surgery. Thank you very much. Merci beaucoup. Dites en français et en anglais, la reconnaissance et la gratitude du Premier ministre Philémon Yang, représentant personnel du chef de l'État, avait valeur de symbole. Symbole de notre bilinguisme, symbole de l'ouverture du Cameroun à la Société internationale de chirurgie endoscopique en gynécologie. Pas moins de 800 participants, dont les sommités scientifiques américaines, européennes et africaines, prennent part au Congrès mondial de chirurgie endoscopique à Yaoundé, devenu pour la circonstance capitale mondiale de chirurgie endoscopique en gynécologie. Vallonnée, riante, parsemée de gazon vert, la carte postale de la ville capitale s'est transformée sur le triangle national dans l'un des discours fortement ovationnés à l'ouverture du congrès. From the Kutsi to the Bogolands and from reggae to Makossa. We are united by more than our passion for music and dance. From Usain Bolt and Shelley Ann Fraser to Samuel Eto'o and Roger Miller. We are united by more than the flair and successes of our iconic sports stars. Pas besoin de traduire cet envolé lyrique sur les similitudes culturelles et sportives entre le Cameroun du Bikutsi ou de Samuel Eto'o et la Jamaïque du reggae ou de Usain Bolt. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 24 avril 2018, voici la une du journal. Des sénateurs en scène pour un mandat de 5 ans. Dans ce journal, l'ouverture de la session de plein droit ce mardi au Palais des Congrès sous la présidence du doyen d'âge Victor Moukete. Les actes, les mots et le sens de la cérémonie dans un instant. Des sommités mondiales de la chirurgie endoscopique en congrès à Yaoundé, le Premier ministre Philémon Yang présidait l'ouverture officielle de la rencontre ce mardi au Palais de Congrès également. Les enjeux du sommet dans ce 20h30. Des consommateurs abandonnés à leur sort malgré la profusion des associations de défense des droits des consommateurs. Une incongruité au cœur de la grande enquête ce mardi. Voilà pour les titres. Une nouvelle page s'ouvre pour le Parlement camerounais. L'entame ce mardi de la deuxième législature du Sénat a donné à voir une cérémonie fort courue. La session de plein droit, présidée dès 11h au Palais des Congrès par le doyen d'âge Chief Victor Moukete, entouré des deux plus jeunes sénateurs, Marlise Aboui et Lekunze Andreas. Les procédures protocolaires achevées, le président Moukete a prescrit aux sénateurs l'esprit de dialogue pour préserver la paix et l'unité nationale. Le reportage au Palais des Congrès, Richard Talatodem. Rentrée des classes pour les sénateurs en deuxième législature au Cameroun et pas moins que le doyen d'âge de la Chambre pour la leçon inaugurale. Chief Victor et Simisengo Moukete, entourés de Marlise Aboui et Lekunze Andreas Membo, les deux plus jeunes sénateurs, a présidé la cérémonie d'ouverture de la session de plein droit au Sénat. L'homme s'est dit reconnaissant envers le président Paul Biya pour sa haute confiance et lui promet fidélité et soutien dans sa construction d'un Cameroun uni et indivisible. Et puis, il s'est adressé aux sénateurs qui doivent avoir un esprit d'ouverture et de dialogue, de maintien de la paix et de défense de l'unité nationale. Les anciens sénateurs doivent, dit-il, être des encadreurs fraternels pour les nouveaux qui feront leur les valeurs premières du Sénat.
dignité, respect mutuel et échange positif et constructif. Ce qu'il nous a dit à nous les nouveaux, on doit les retenir et essayer de les appliquer. Il nous a rappelé pourquoi nous sommes là, que c'est pour l'avancement de la démocratie et que nous devons apporter notre pierre à la construction de cette démocratie dans ce pays. La cérémonie consistait singulièrement en la lecture des noms des sénateurs élus ou nommés, mais le sénateur SDF, Kemende, enfreint la loi et parle de la vérification des incompatibilités. Le président de la session le laisse faire et lui répond « Ce n'est pas à l'ordre du jour ». Le sénateur Pierre Flambon-Gayap y fait écho et d'autres sénateurs ainsi que des leaders politiques. Notre collègue du SDF a joué son rôle, mais les réponses appropriées ont été données. Car à la vérité, vous ne pouvez pas demander de trancher une question à une juridiction qui n'existe pas encore. Pour le reste, c'est la satisfaction totale. J'ai été privilégié de m'asseoir en haut dans le bureau d'âge. En tant que le plus jeune, je suis à l'école. Parmi les sages, j'ai un très grand privilège d'apprendre. Cette session ordinaire de plein droit au Sénat aura à vérifier les incompatibilités des sénateurs, son bureau dont la mission finit avec l'élection du bureau définitif de la Chambre ne doit conduire aucun débat. C'est le règlement intérieur du Sénat qui l'exige. Pour ces nouveaux sénateurs, la session de plein droit était bien sûr une grande première, tout comme l'environnement de travail et le scénario même de cette cérémonie, un baptême du feu minutieusement préparé comme en un jour de rentrée scolaire pour les Bleus. Agnès Solange, à Bessolo. Un coin de voile légèrement levé sur un visage apaisé, scrutant l'horizon, certainement vers un avenir meilleur. Madame la sénatrice est prête pour une journée mémorable. Le cœur est au rythme normal et ma température jusqu'à présent elle est encore à 37 degrés. Moins speed, son voisin du premier étage a tout apprêté la veille. Je devais préparer. Finale, pendant 4 jours, Yaoundé sera le creuset où vont s'opérer des échanges de haut vol sur la chirurgie à ventre fermé, la fécondation in vitro, la médecine fétale et les pathologies chirurgicales chez les femmes, les fibromes et les myomes. Adieu aux complications de la chirurgie ancienne. Pour le contenu, les spécialistes camerounais attendent beaucoup des travaux de ce congrès mondial qui rassemble les meilleures intelligences en la matière. Ils sont venus des 5 continents pour partager en effet leur savoir avec les spécialistes africains. Présentation de cette tête bien faite et bien pleine, Joseph Clément Ongba. Sur les hauteurs du palais des congrès de Yaoundé, le congrès mondial est une concentration humaine des meilleures intelligences mondiales en matière de chirurgie endoscopique. Que de sommités. Victor Gomel du Canada, Robert Oshi d'Australie, Namori Keita de Guinée, Franklin Loufer des États-Unis, Vernon Dacosta de Jamaïque, Jean-Marie Cassia du Cameroun. Des savants de la science diffusant le savoir savant, convaincus que du choc des idées jaillit la lumière. Lorsqu'on a plusieurs opinions, il y a le feu qui jaillit. On discute, on apprend, et puis il faut disséminer les techniques, surtout aux jeunes, parce que les jeunes sont ceux qui vous soigneront. Des éminences grises misant sur une Afrique, terre d'accueil de la chirurgie endoscopique. Ambition que partageait l'inventeur du concept, professeur Maurice-Antoine Brouillat, dont les fils Emmanuel et Antoine brillent par leur présence à Yaoundé. Il croyait énormément dans l'avenir de l'Afrique et il voyait qu'il y avait d'énormes problèmes au niveau de la santé des femmes et que c'était vraiment un axe de son action de commencer par l'Afrique. Moi je l'ai connu un petit peu à travers la médecine en venant avec lui au Cameroun assez fréquemment, sans être médecin moi-même. Et j'ai découvert une autre facette qui n'était pas la facette, si je puis dire, domestique, du domicile. Et j'ai vu son implication. Il était très lié aussi avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, d'autres pays. Il venait très 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 souvent en Afrique. Pour eux, la chirurgie endoscopique était la seconde vie de leur papa. C'est notre père. Notre père. Et bon, je ne savais pas qu'il... Quand j'étais enfant, je ne savais pas qu'il avait aussi le cœur assez ouvert vers l'extérieur pour avoir d'autres enfants qui ne sont pas des enfants biologiques, mais qui sont des enfants
en esprit ailleurs dans le monde. Et donc je suis très fier de le représenter et de continuer sa mémoire. À voir ces chirurgiens exercer, on est plein d'admiration. Un privilège pour Yaoundé, capitale de l'Afrique en miniature, d'être la capitale mondiale de la chirurgie endoscopique. Un autre conclave en santé à Yaoundé ce mardi et demain mercredi. Ce sont les travaux du premier congrès national des donneurs bénévoles de sang du Cameroun. Le thème évoque les enjeux, les défis majeurs et les perspectives de renforcement durable des capacités d'approvisionnement des banques de sang dans les hôpitaux du Cameroun. Augustin Bichoka. L'indisponibilité du sang dans les formations hospitalières constitue le parent pauvre du système de santé au Cameroun. Notre pays couvre à peine 1/6 de ses besoins, soit environ 70 000 poches de sang pour 400 000 annuellement. Cette situation alarmante est étroitement liée à la rareté des donneurs de sang volontaires. Le don du sang fait face à des tabous divers. Le don du sang fait face à des idées préconçues dans certaines nouvelles églises. Le don du sang fait ça au fait que les populations se demandent pourquoi ils donnent volontairement leur sang et gratuitement, pourquoi est-ce qu'on vend ce sang-là. Il faudrait que les populations comprennent qu'on ne vend pas leur sang. On fait juste un recouvrement de coûts. Très attendu, quelques résolutions à l'issue des travaux. Chaque don de sang est un don de vie. Vivement que les barrières et autres préjugés soient levés afin que les banques de sang soient alimentées régulièrement. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain lance des études pour l'aménagement des abords de l'autoroute Yaoundé-Simalène en ouvrant les travaux d'élaboration de ce document ce mardi à Yaoundé. Le ministre Jean-Claude Mbouanchou a prescrit le respect scrupuleux des textes sur l'urbanisme. Rodrigue Bertrand Tueno. Afin de jouer pleinement son rôle de décongestion de la capitale camerounaise, l'autoroute Yaoundé-Simalène doit être accompagnée d'aménagements connexes qui passent par une démarche scientifique. Cette étude, qui n'est pas l'étude de l'autoroute, l'étude d'aménagement des abords est très importante pour la fluidité, n'est-ce pas, de l'occupation des abords de cette autoroute. Il se trouve que Madame le ministre a déjà pris des dispositions, des déclarations d'utilité publique pour qu'une grande partie ne soit pas occupée. À la cérémonie de lancement de ces études, l'ONU Habitat qui apporte son expertise au Cameroun a été remerciée en même temps que les autres parties prenantes, particulièrement les autorités administratives des 3 départements traversés par l'autoroute et l'administration foncière qui devront empêcher la poursuite des transactions foncières sur l'espace du corridor. Toute transaction immobilière et domaniale est suspendue sur l'étendue du corridor. Ça, c'est connu. Ceux qui y vont pour des transactions, ils vont à leur risque et péril. Les résultats de ces études sont attendus dans 16 mois. Plus que 6 jours maintenant et ce sera la fin du contrat d'affermage qui lie l'État et la Camerounaise des eaux. Sur place à Douala où se trouve la Camwater, les populations saluent la décision du président de la République pour la reprise du service public de l'eau courante par l'État. Et tous émettent le vœu de voir la qualité et la quantité de ce service améliorée. Voici ces réactions et les engagements de la Camwater. C'est un reportage de Léon Bertrand Tanefo à Douala. Douala a hâte de découvrir et consommer les premières gouttes d'eau made by Camwater. Dans les rues de la cité capitale économique, les populations saluent la décision présidentielle de mars 2016 relative au non-renouvellement du contrat de la CDE. On va dire merci au chef de l'État. Les sociétés régaliennes doivent rester dans le giron de l'État. Recontrôler l'eau, la redistribuer, ça devient un problème vital. C'est une décision assez brave et on espère qu'on pourrait finalement avoir de l'eau potable dans nos robinets. Mais la fierté de la reprise n'élude pas le contrôle de l'action. Les habitants de Douala attendent énormément de la nouvelle société en charge du service public de l'eau potable au Cameroun.
Je souhaite que la qualité de travail, de service soit bien faite et que tous les ménages, tous les domiciles aient de l'eau. Vraiment, nous en souffrons. Tout le monde souffre. Quand il n'y a pas de l'eau, on a des problèmes. Si les Camerounais ont beaucoup de problèmes, ça va commencer à se résorber par l'eau. C'est une question de survie, de vie, de santé publique, d'hygiène et simplement de commodité. Qu'on leur donne des attentes et qu'on passe constamment vérifier si les cahiers des charges sont remplis. Des préoccupations déjà prises en compte par le top management de la Camwater. Les contrats de bail des abonnés ont été reconduits et les différentes agences de distribution et de commercialisation maintenues. Par ailleurs, les contrats de gardiennage et d'entretien de ces agences CDE ont été renouvelés. La grande enquête de la rédaction ce soir au cœur du dispositif de défense de vos intérêts et de vos droits en tant que consommateurs. De nombreux textes existent, revendiqués par une dizaine d'associations au Cameroun, des associations de défense des droits des consommateurs, c'est-à-dire vous et moi, une batterie de mesures et d'acteurs pourtant invisibles et inactifs à l'épreuve des faits auprès des consommateurs, généralement abandonnés aux mauvais soins des commerçants. Alors, question ce soir, qu'est-ce qui coince entre ce beau dispositif et la réalité? Serge Atanganabiso a mené l'enquête. 22 millions de voisins à peu près au 237, autant de lésés dans la capitale et même en campagne. Ceux qui vendent, vendent seulement. Qui ne souhaitent pas consommer, laissent. Et puis c'est tout. Il y a un grand fossé entre le test qui parfois nous pensons qu'il ne répond pas toujours aux attentes des consommateurs et maintenant à l'applicabilité de ces tests-là. Un petit tour d'horizon. Comparaison n'est pas raison. Quand CanalSat change de décodeur ailleurs, c'est gratuit. Ici, il faut payer. Quand l'eau est colorée, odorante, goût de terre, c'est